This meeting is being recorded. Donc, bonsoir à tous. En deux mots, pouvez-vous vous présenter rapidement pour que Philippe puisse savoir qui il y a autour de la table. Donc, le premier, allez, Jean-Michel. D'accord. Ben, bonsoir à tous et encore un meilleur vœu à tout le monde. Jean-Michel Boussy, j'ai travaillé pendant 20 ans dans la nutrition animale et j'ai monté une entreprise avec un collègue il y a 2 ans, une start-up mais montée par des vieux, des solutions naturelles pour l'élevage. Donc tout ce qui est, on va dire, salmonelle, anticoccidien, qualité de coquille, hépatoprotecteur, donc des solutions pour entre guillemets non médicamenteuses par rapport à l'élevage. Voilà. Je suis actuellement entre l'Auvergne et la Bretagne. Pardon, j'ai oublié, on travaille aussi sur la réduction du méthane. Aussi. Merci Jean-Michel. Romain, bienvenue. Je crois que c'est la première fois que tu participes. En deux mots, qui es-tu et... Ben, je vous garantis, c'est un gars bien, hein, je le connais moi. Bon. Oui, c'est Michel qui m'a parlé de du groupe. Ah d'accord. Moi, je m'appelle Romain et moi, je m'intéresse au sujet parce que je viens d'une famille d'agriculteurs et avec des parents qui partiront à la retraite tôt ou tard. Et la grande question de savoir quoi faire après de l'exploitation. Parfait, super. Bah, là, t'es bien, t'es à la bonne place. Ouais. Bon, ok. Donc, Alain Camus, donc aussi d'une famille d'agriculteurs. Mais effectivement, depuis quelques années, j'occupe mon quotidien en dirigeant une entreprise qui est une coopérative agricole qui regroupe des producteurs, plutôt vignerons, des horticulteurs et malheureusement pas suffisamment de maraîchers, quoi. Donc, dans le Var, on a une emprise, j'allais dire, presque régionale, mais on a un peu plus que départementale. Voilà, une coopérative d'approvisionnement avec différentes activités dessus. Quand je dis de l'approvisionnement, c'est vis-à-vis des agriculteurs et en même temps, on a des activités sur tout ce qui est matériel avec une visée à travailler tout ce qui est robotique. Voilà, merci. Merci Alain. Arnaud, en deux mots. Merci. Bonjour, Arnaud, dirigeant d'Apsis, entreprise d'externalisation d'accueil téléphonique et qui travaille à la création d'une forêt gourmande au-dessus de ses locaux, voilà, en espérant aller vers le label village comestible un jour pour notre petit village. Merci Arnaud. Il reste plus que toi, Michel. Oui, ben, a priori, j'ai connu tout le monde. Voilà, je voulais simplement dire à Alain que j'étais en communication depuis Bandol, donc je ne suis pas loin de chez toi. Voilà. Ah, alors les voisins là. Les voisins. Bienvenue, j'espère qu'il était bon le vin. Ah oui, il est bien le vin. Oui, non, mais je suis animateur d'un club à Paris dont Romain fait partie. Et sinon, je connais tout le monde. Et je connais bien Philippe, voilà, qui est un voisin et un ami. Bah, écoute, Michel, je te propose de raconter en deux mots qui est Philippe et puis après on lui passera la parole. En deux mots, hein. J'ai l'impression que Philippe, c'est quelqu'un qui nous donne beaucoup d'espoir parce qu'il met en place des pratiques agricoles qui nous montrent qu'il est possible de faire des quantités de nourriture très qualitatives tout en régénérant les sols, en captant du carbone et en améliorant la biodiversité des sols. Donc, il a bon partout, donc il m'impressionne un peu. C'est pour ça que j'ai pensé vous l'amener dans la communauté. Voilà. Merci Michel. Philippe, à toi la parole. Il y a probablement des gens qui vont arriver en cours de route. On leur demandera de se présenter au fur et à mesure, mais voilà. Il met la pression, Michel, là, quand même. Non, voilà. C'est Philippe Houdan. Je suis agriculteur à Marigny, à côté de Châtillon-sur-Seine, tout près de Michel. Voilà, donc on est agriculteur de père en fils depuis une paire de générations. Et là, on est parti en agriculture de conservation dans les années 2008-2010. Et ensuite, on a cherché on est quand même dans une région difficile, donc on a cherché économiquement comment passer les mauvaises années. Et grâce à ça, on a cherché comment réduire la chimie, comment réduire les engrais, et voilà quoi.
Aujourd'hui, on est en bio. Depuis 2018, en couvert permanent, 100% de la ferme avec des cultures d'hiver. Voilà. Et sinon, j'ai préparé un petit PowerPoint si on veut le regarder. Philippe, moi, j'ai pas dû entendre. Quel style d'exploitation tu as C'est une grande exploitation, grande culture. On a remis des bêtes en 2018 et on vient de les quitter parce que notre fils est parti de l'exploitation pour continuer des études. D'accord. Voilà. Excuse-moi, je n'ai pas été assez précis. Donc, voilà quoi. Et puis, tu peux peut-être préciser la surface sur laquelle tu travailles, Philippe, parce qu'on n'est pas. Ouais, on est sur. Ici, dans le Châtillon, on est sur des grosses surfaces. On est sur. On cultive 360, 370 hectares. Quoi. Donc, blé, orge, maïs, tournesol, colza. Pas de maïs chez nous. On est vraiment des terres très, très sèches qu'on ne peut pas arroser. On a un climat très, très dur. Il peut être aussi froid que chaud. Je prends l'exemple de 2012, moins 25 et plus 42 dans la même année. Et des inondations au mois de mai, voilà, on a des terres drainées avec de l'argile. Ouais, c'est peut-être pour ça qu'on en est là aujourd'hui. On a des terres pas faciles, quoi, je dirais. Voilà. Quand c'est facile. Le plateau de Langres, ça, c'est à peu près les terres de la Haute-Marne, là. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Okay. On est à 15 km de la Haute-Marne, 15 km de l'Aube et 15 km de Lyon. On est vraiment au nord de la Côte d'Or. Alors peut-être, on va en profiter, Philippe, excuse-moi de t'interrompre, avant que tu démarres le PowerPoint, pour juste présenter rapidement les trois qui viennent d'arriver. Donc, à commencer par, alors je ne sais pas si c'est Catherine ou Céline Fayet. Catherine. Si tu peux nous dire en 2 mots, voilà, qui tu es. Moi, je m'appelle donc Catherine Fayet. Accessoirement, je suis originaire de Haute-Marne, donc l'exposé m'intéresse largement. Mais je travaille aujourd'hui dans l'agroalimentaire, dans des boucheries industrielles. Boucher Service, c'est une entreprise qui fait de la sous-traitance en deuxième transformation des viandes, qui a 2000 salariés et qui travaille sur 70 abattoirs aujourd'hui en France. Merci. Pareil pour Noël, si tu nous entends, Noël. Oui, bonjour. Noël Adam, moi je suis en Alsace, je suis exploitant agricole et également producteur de compost. J'ai des entreprises dans le domaine du recyclage des déchets végétaux et déchets alimentaires. On produit du compost, on fait de la méthanisation. Super. Bienvenue en tout cas pour ta première participation. Et Jérôme? Bonjour, moi je suis donc Jérôme Gallard, je suis en Anjou, je fabrique des convoyeurs pour le milieu de l'agroalimentaire. On tourne tout autour de machines qui servent à emballer ou à transporter des produits nus ou emballés. Voilà. Super, merci beaucoup. Bienvenue aussi. Et puis je repasse la parole donc à Philippe. Et peut-être donc tu comptais partager l'écran, donc. Ouais. Alors, est-ce que c'est bon? Ça arrive. On voit Marc en grand, donc c'est sûrement le principal de la… Là, par contre, il faut que tu nous mettes le PowerPoint, ouais. Ouais. Je l'ai pourtant… On le voit, mais en tout petit. Ah, bon, on va le mettre en grand. Tac. C'est bon, là? Ouais. Donc, voilà. C'est tout bon pour tout le monde, là. C'est bon? On voit l'ortie, elle est magnifique. Magnifique. Ouais, elle est belle, hein? Super. On en ferait de la soupe. Vous allez voir ce qu'on fait avec, c'est pas mal. Donc voilà, aujourd'hui, on peut dire que l'économie, l'écologie rejoint l'économie. Vous allez voir, en 20 ans, on a fait plein d'expériences sur la ferme. Je vais vous montrer quelques-unes. Donc, ce qu'on va voir ce soir rapidement, donc le Gaïkoudan, où qui se situe, etc. Les chiffres de la ferme, on va commencer par ça. L'oxydation-réduction, je vais vous expliquer pourquoi je vous en parle, parce qu'on est parti là-dessus pour créer notre ferme, parce que sur Terre, dès que quelque chose s'oxyde, meurt. Donc, on travaille beaucoup en réduction, tout ce qu'on fait.
Les macérations, pourquoi on les fait? Un peu sur les huiles essentielles, mais ça va être rapide parce que c'est trop compliqué. Les semences, le calendrier lunaire, de l'homéopathie. Alors là, on fait de l'homéopathie sur des plantes avec des trucs vraiment explosifs. C'est vraiment l'avenir, la fréquence, je pense. Et on fera un petit résumé et le remerciement à la fin. Voilà. Donc, on va directement dans le vif du sujet. Donc, nous, on est dans le pays châtillonnais, donc nord de la Côte d'Or, comme je disais tout à l'heure, vraiment au nord, tout près de la Haute-Marne, Aube et Lyon. En tout, on a 400 hectares, on en cultive 370 tous les ans. On récolte 370 hectares. Notre ferme, elle est sur 3 sites. Donc, Villeduc, c'est des sables à 8-10 km. Noézé, c'est tout près de chez Michel. Donc, c'est des terres assez faciles à travailler. On est à 13 km. Et Marigny, on a 200 hectares en 4. Il y a eu 2 remembrements. C'est des grosses parcelles. Et là, on cultive 200 hectares. Et là, on a des terres drainées. On a à peu près 80 hectares de terres drainées très argileuses. Et l'autre côté de la route, on broye les cailloux. C'est vraiment très hétérogène comme terre. On peut multiplier par 7-8 le rendement dans la même parcelle. C'est-à-dire, on a déjà vu faire 140 à 140 quintaux. 30 à 140 quintaux les bonnes années et en bio de 7 à 70 quintaux. Voilà. C'est vraiment très hétérogène comme terre. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est une ferme familiale. Depuis, je ne sais pas quelle année exactement, mais ça fait un petit bail. Et à gauche, vous voyez, il y a trois outils. Sur la ferme, on a très peu d'outils, un tracteur, et les 3 outils peuvent semer. Le but, c'est de récolter, semer un couvert, ressemer et récolter. Voilà. C'est un peu l'historique de l'exploitation. Ce que je vous ai mis en vert, c'est vraiment tout ce qui est agronomie. C'est pour vous montrer que on n'a pas fait ça en un an de temps. Hop, ça bougeait. Voilà. Donc en 1987, on a arrêté de labourer 35 hectares et depuis, ils n'ont jamais été labourés. Quoi. Et là, aujourd'hui, c'est que des vers de terre. C'est super. Quoi. Et en 99, on a rencontré Claude Bourguignon. Là, il nous a mis une claque. C'est quelqu'un qui aime bien mettre des claques, donc on en a pris une. Il nous a dit d'arrêter le phosphore, d'arrêter plein de choses, et l'amour, évidemment, et passer au semi-direct. C'est qui? Est-ce que vous pouvez m'en dire plus, Claude Bourguignon? Claude Bourguignon, c'est un Bourguignon en plus. Il n'habite pas très loin de chez nous. Vous allez sur YouTube, c'est quelqu'un qui prône le semi-direct, l'arrêt de la chimie. Il a un laboratoire de micro-organismes des sols. Voilà. C'est une sorte de consultant. Et il prône ça depuis longtemps. Donc, c'était un des premiers. Quoi. Il travaille avec sa femme. Oui, avec Lydia et son fils maintenant. Donc là, on l'a rencontré en 99, ça fait un choc quand même. Hein. Quand on vous dit qu'il faut arrêter le phosphore ou qu'il y a des terres qui manquent du phosphore, oh là, qu'est-ce qu'il nous dit, etc. Quoi. Mais bon, ça fait du bien, ça décompacte le cerveau. En 2005, on a commencé à faire du bas volume, appris à faire du bas volume, c'est-à-dire mettre très peu d'eau dans le pulvé, et comme ça, on a pu réduire énormément la chimie. On avait une meilleure efficacité en réduisant la chimie. Quoi, voilà. Donc ça, on appelle ça le bas volume. Donc on traitait entre 25 et 50 litres d'eau à l'hectare. Pendant qu'avant, on était plutôt à 150, 200 litres. Quoi. On a vendu la charrue en 2005, comme ça on a arrêté de faire des erreurs. Et on a mis les couverts végétaux en place en 2005, c'est-à-dire c'est des plantes entre 2 cultures. On plantait des espèces pour aller chercher du carbone et de l'azote de l'air, le ramener dans le sol et nourrir le sol. Voilà. Et jamais laisser le sol nu à la lumière. C'est très mauvais. Et en 2008, on a rencontré Frédéric Thomas. Donc lui prône le semi-direct. Il a créé une revue avec plein d'expériences d'agriculteurs. C'est vraiment monsieur semi-direct, c'est Frédéric Thomas en France. Quoi. Et on a acheté notre premier mémoire de semi-direct en 2008. Et on a commencé les mélanges variétaux en blé en 2008. Et aujourd'hui, vous avez beaucoup d'agriculteurs qui mélangent les blés. On sait que ça évite l'averse et ça évite beaucoup de maladies. Et en plus, ça régule le rendement et la qualité du blé. En 2009, on a attaqué les semi-directs en blé. Et en 2010, on a fait notre premier bilan carbone de la ferme.
Donc là, très, très intéressant. On s'est aperçu qu'à partir de là, notre consommation de carbone sur la ferme, c'est les engrais. C'est 50% de la consommation de la ferme. On croyait que c'était le matériel, le gasoil, etc. Non, pas du tout. C'est la fabrication. Il faut beaucoup de gaz pour faire de l'azote ou des engrais, etc. Donc là, à partir de là, on a changé l'assolement. On a mis un tiers de la ferme en légumineuse qui n'a pas besoin d'azote. Et on a commencé les colzas associés, c'est-à-dire les colzas, on ne les met jamais seuls, on les met avec d'autres plantes de campagne. Et nous, on a un secteur qui gèle, donc souvent des plantes qui gélivent. Et quand on arrive au printemps, il ne restait plus que le colza, donc on pouvait diminuer les désherbages et les insecticides parce qu'on faisait un leurre aux insectes. Et en 2011, on a attaqué les macérations de plantes, vulgairement appelées purin d'ortie, etc., purin de consoude, purin de prêle, etc. Donc, on a attaqué ça. Et en 2012, on a rencontré Éric Petiot qui nous a montré comment les faire en acide réduit, la case acide réduit, pour faire des bonnes macérations et les appliquer sur nos céréales et maintenir les plantes en bonne santé. Et on a créé le groupe Envisol en 2012. C'est un groupe d'agriculteurs. Et on avait une obligation de faire des essais. Quels que soient les essais, on avait notre choix, on avait le choix, on faisait ce qu'on voulait. Et derrière ça, on a eu beaucoup de résultats avec les 7-8 agriculteurs quand s'était mis ensemble pour avancer. Et en 2016, on a pratiqué les huiles essentielles, on a appris les huiles essentielles. Donc ça, c'est l'effet pompier. Quand la macération ne suffise pas, on peut revenir avec des huiles essentielles. Le gros avantage, c'est que on peut arrêter des maladies, des insectes. Ça remplace les phytos. Et le gros avantage, c'est que c'est biodégradable. On a fait analyser des blés qui ont reçu de l'huile essentielle dessus et on ne retrouve aucune trace de cette huile essentielle. Donc ça, c'est intéressant. Et en 2017, on a attaqué les semis ultra précoces. Donc on est complètement déconnecté des dates de semis. On a semé des colzas au mois de juillet, on a semé des blés au mois d'août. Pour gagner de la vigueur, pour gagner voilà, et derrière c'était très intéressant, on a appris des belles choses. Et en 2018, on a converti la ferme en bio, 100% de la ferme en bio, et on avait réintégré 200 mères brebis en plein air. Notre fils revenait sur la ferme et c'est lui qui a voulu lancer ça. Voilà, ça c'est un peu le côté agronomique. Philippe, oui. Quand tu parles tu faisais des mélanges de variétés. Vous faites du métail aussi sur vos céréales? Non. Non. Okay. Non, c'était vraiment c'était un but agronomique. On sait qu'en mélangeant les variétés de blé, on sait qu'on ne met plus de raccourcisseurs, ils ne tombent plus. Et derrière, quasi plus de maladies, même en mettant une variété très sensible maladie. En fait, quand on faisait un mélange de blé, on prend une variété sensible, on en met 2 non sensibles pour compenser. D'accord. C'est vraiment variété, ok. Ouais, franchement, on a des résultats extraordinaires avec ça. Ouais. Tous les ans, on avait de la protéine, tous les ans, on avait du PS, tous les ans, on avait un taux d'EDB qui était bon, pendant que nos voisins, ils avaient toujours une catastrophe tous les ans. Et tu arrives à avoir des maturités identiques? Non, en bio, il faut faire attention. Mais en conventionnel, il faut faire quand même attention. Les variétés tardives, voilà, chez nous, on n'en fait pas parce qu'on a des coups de sec. Mais si on respecte des variétés semi-précoces et précoces, on est bon. Voilà. Parce qu'avec l'azote, en conventionnel, on régule tout. Il n'y a pas de souci. En bio, c'est un petit peu plus compliqué. Les variétés tardives, un petit peu plus tardives, restent vraiment plus vertes plus longtemps. Voilà. Merci. Donc, les chiffres, ça va être simple, on va regarder. Donc, à gauche, vous avez CER, c'est la moyenne du centre de gestion local. Donc, en haut, vous avez le produit. En dessous, le CER, vous avez Houdan, donc ça, c'est notre ferme. Et Bussière, c'est la ferme d'un copain à 30 km. On fait exactement la même chose. Et tous les ans, on va jusqu'à l'EBE. On se compare. Donc, la moyenne CER, on va aller à la moyenne des 13 ans. Donc, ils sont à 1 165 € de l'hectare de produits à l'hectare. Donc, c'est un rendement multiplié par un prix. Nous, on est légèrement plus bas parce que quand on est passé en semi-direct, on a fait des espèces comme le sarrasin, du millet, on a fait des choses non conventionnelles et qui fait moins de produits à l'hectare, tout simplement. C'est pas, voilà. Par contre, quand on regarde les charges opérationnelles, OP,
c'est des charges qui sont liées à la production. Donc, c'est les charges semences, traitement et engrais. Là, par contre, on décroche complètement par rapport à la moyenne. La moyenne CER, elle est à 459 € de l'hectare. Et nous, la moyenne sur 13 ans, on est à 200 €, quoi. Donc, on a quasi 260 € d'écart entre nous et la moyenne, quoi. Et quand on va à l'EBE, c'est le principal. L'EBE à l'hectare, la moyenne de l'EBE sur 13 ans, le CER, il est à 319 €. On a 485, notre copain 421. 319, l'EBE, ça sert à rembourser les emprunts, à se payer, et s'il en reste, à autofinancer ou faire un placement. Donc, il faut savoir qu'ici, à 319 € de l'hectare, on paye les emprunts et on se paye, point final. Donc, ça fait 13 ans que nos voisins, ils travaillent pour rien, quoi. La moyenne, pour rien, non, ils se payent, c'est tout. Mais vu les retraites qu'on a en agricole, il faut sortir un peu plus de revenus que ça, quoi. Et nous, c'est comme si on avait cultivé 20 ans. Voilà, quoi. Et quand on cumule ça à l'hectare, il y a 2000 € de l'hectare en 13 ans d'écart. Donc, vous voyez, à 300 hectares, ça fait quand même 600 000 € d'écart en 13 ans, quoi. De BE, c'est vraiment le vrai revenu, hein. Voilà. Donc là, je vais vous parler d'oxydation-réduction. Donc, qu'est-ce que c'est que l'oxydation? En fait, c'est simple. On va mettre dans un bocal, quand on a beaucoup d'oxygène, on a très peu d'électrons. Et la réduction, c'est l'inverse. Il y a très peu d'oxygène et beaucoup d'électrons. L'électron, c'est des millivolts, c'est de l'énergie. En fait, une plante, il faut qu'elle soit dans la réduction. Si elle est dans la réduction, eh ben, elle aura beaucoup d'énergie, donc elle sera moins attaquée par les insectes ou les maladies. Vous prenez un morceau de bois ou un morceau de fer, c'est encore plus parlant, qui s'oxyde, eh ben, il va durer très peu de temps dans le temps. Vous prenez un morceau de chêne par rapport à un morceau de sapin, celui qui va rester le moins longtemps dehors vivant, ben, c'est le morceau de sapin parce qu'il a beaucoup plus d'oxygène à l'intérieur, hein, il a des fibres moins serrées et il va se détruire beaucoup plus vite. C'est comme ça sur Terre. Donc, pour le sol, on a exactement la même chose. Le sol, c'est du carbone plus de l'azote, la matière organique. Quand on travaille le sol, on amène de l'oxygène. Donc, on l'oxyde. Et c'est comme ça qu'on use les sols. Donc, le C plus le O2, ça fait du CO2. Donc, on fait repartir le carbone dans l'air. Il ne faut pas le dire en ce moment, ce n'est pas bien. Et on libère l'azote qui se transforme en NO2, mais avec de l'eau en NO3-, c'est des nitrates, et qui repart dans l'eau. Et par exemple, même en bio, on peut faire du mal au sol. Quand on vient de labourer une luzerne, ben, on fait partir le carbone, il y a de l'azote qui est libéré. S'il y a un gros coup d'eau derrière, on peut retrouver de l'azote dans l'eau, même derrière chez un bio. Voilà. Donc, comment user un sol? Ben, voilà, c'est en travaillant le sol. Et plus on travaille profond, plus on l'use. Et là, je vais vous expliquer l'acide réduit. Donc, vous avez une ligne avec le pH et une autre ligne perpendiculaire, l'oxydation-réduction. Donc, quand on travaille, par exemple, avec des désherbants au niveau du sol, on va attirer les maladies du bois. Donc, tout ce qui est, par exemple, glyphosate, on est plutôt acide. Le glyphosate est autour de 2,5 d'acidité. Et comme c'est de la chimie, on va oxyder. Donc, quand on met des glyphosates entre les rangs de vignes, on risque des maladies de bois derrière. Voilà. Et plutôt, nous, en céréales, on va plutôt être en alcalin oxydé avec tous les produits qu'on nous propose. Donc, une fois qu'on a mis des engrais chimiques, des phytos, la plante, elle va dans l'alcalin oxydé et derrière, on va attirer les maladies de rouille, les maladies de feuilles, donc les rouilles, les pucerons, les mildious, les odiums, etc. Une fois que la plante, elle est là, elle est très vulnérable aux maladies et aux insectes. Ensuite, quand on rate une macération, on va dans la putréfaction, donc on est alcalin réduit en bas à droite. Et la case bonne santé de la plante, c'est acide réduit. C'est-à-dire, on est dans l'acidité et on est dans les moins dans la réduction. Voilà, beaucoup de millivolts. Donc, le but de nos macérations, c'est de les faire ici en acide réduit. Et dans le temps, quand on désherbait encore, on savait qu'on a ramené la plante en alcalin oxydé. Et quelques jours après, on repassait une macération dessus pour ramener la plante en acide réduit. Et derrière, on était tranquille contre les insectes et les maladies. Voilà. Et ça, on a fait ça pendant 2013 à 2018, pendant 5 ans. On a arrêté fongicides, insecticides sur la ferme.
Donc, la macération, c'est simple. On va cueillir des orties, par exemple, 100 kg d'orties dans 1000 litres d'eau de pluie. On laisse macérer environ 8 jours à 20 degrés. On a un appareil qui s'appelle le pH Redoxmètre pour mesurer justement le redox, les millivolts. Une fois qu'on est en réduction, on filtre, on récupère 900 litres de jus de plante, parce qu'il y a le volume des orties. Et puis pour stocker, on rajoute du petit lait, on rajoute 100 litres de petit lait. Ensuite, on ferme bien le bidon de 1000 litres. Et ça, on peut le conserver 1 an. Et on s'en sert quand on en a besoin. Voilà. Donc, c'est assez simple à faire. Voilà. Et voilà un exemple. À gauche, vous avez la remorque qui est remplie d'orties. Ça se trouve facilement dans la nature. Et avec 600 kg d'orties, on va pouvoir pulvériser 1200 hectares. On va pouvoir faire 6000 litres de macération et qu'on en met 5 litres hectares. Donc, on pourra pulvériser 1200 hectares. Donc, vous voyez, une ferme comme nous, une remorque comme ça, il y a assez pour l'année. Voilà. Et à droite, vous avez les consoudes. Les consoudes, c'est vraiment un activateur de vie biologique des sols. Et là, comme on n'en a pas chez nous, on en a planté 200 pieds. Et on peut faire 5 récoltes à l'année. Et faire, voilà, on fait des macérations de consoudes. Et là, je vais vous montrer derrière ce qu'on a comme résultat. Voilà quelques photos. Donc, vous avez un blé qui a reçu 2 purins d'ortie ou 2 macérations d'ortie et ensuite un fongicide. Vous allez voir par le haut, à l'œil nu, je le voyais dans le champ, mais par le haut, c'est impressionnant. Donc là où il a reçu 2 purins d'ortie et un fongicide, le blé il est intact, il est nickel, il n'y a pas une tache. Et à droite, où il n'y a pas eu de macération avant le fongicide, et ben, le blé est quand même relativement malade, surtout les feuilles basses, mais ça commence à monter, quoi. Donc là, on risque de réduire le rendement. Voilà. Donc on s'aperçoit qu'avec des macérations, même à gauche, éventuellement, on aurait peut-être pu, on ne serait peut-être pas obligé de mettre le fongicide. Voilà. Donc on s'aperçoit qu'une fois qu'on a mis nos macérations, on garde notre plante dans la case bonne santé, donc elle attire moins de maladies. Et après, on a un effet aussi sur le sol. Sur la gauche, vous avez un témoin, on appelle ça toujours témoin, c'est quand on ne fait rien. Et à droite, il y a eu un extrait d'ortie et consoude au stade 3 feuilles. Et là, on est au mois de mai à Piézon de l'Orge, donc ça veut dire que ça a été fait 8 mois avant. Et on voit sur le sol qu'il y a eu un effet extraordinaire, c'est la terre est grumeleuse, etc. Et quand on va encore plus loin, donc là, on est quand même un passage 8 mois après. Quand on regarde le témoin, on voit quelques petites taches de rinco, c'est une maladie sur l'orge. Bon, là, on ne sort pas le pulvé, n'est pas, voilà. Mais où qu'il y a eu purin d'ortie, purin de consoude, 8 mois avant, on ne retrouve aucune tache sur la plante. Donc, c'est là qu'on s'est aperçu qu'il faut venir très, très tôt sur nos céréales. C'est vraiment du préventif. Il faut qu'on travaille en préventif. Voilà. Et un blé, une plante en bonne santé, qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, elle chope le carbone gazeux par la photosynthèse, elle prend le CO2, elle rejette l'O2, donc elle se met bien dans la réduction, elle ne garde pas l'oxygène, elle ne se met pas dans l'oxydation, une plante. Pour être en bonne santé, naturellement, elle rejette l'O2. Elle transforme le carbone gazeux en carbone liquide, ça s'appelle des sucres. On peut le mesurer avec un réfractomètre. Dès que votre blé il a plus de 14 brix, ça veut dire qu'il est en pleine forme. Quand il est en dessous, ça veut dire qu'il est oxydé. Donc, il y a un risque de maladie. Et l'excédent de tout ce carbone liquide, elle le renvoie dans le sol pour nourrir le sol. Et c'est comme ça qu'on remet du carbone solide dans le sol. On appelle ça l'humus. Voilà. Donc, voilà, la plante, c'est le seul... sur Terre, c'est la seule plante, c'est la seule qui est capable d'aller chercher du carbone dans l'air puis le remettre dans le sol. On ne sait pas faire autrement. Et là, je vais vous montrer l'évolution de la matière organique. Ça s'appelle la paillette. C'est une parcelle qui est derrière chez nous, très argileuse. Donc, en 99, on était à 2,78% de matière organique. Et en 2000, on était à 8%. Et je vais vous montrer ce qu'on a fait pendant ces années-ci. Donc, en 99, on a arrêté le labour. On est passé en TCS. On appelle ça une technique culturelle simplifiée. C'est-à-dire, on travaille avec des outils pas très profonds. En 2005, on a commencé les couverts. En 2008, on a fait du semi-direct. Et ce qui est intéressant, c'est en 2013, on a appliqué les macérations sur toute la ferme. Et là, c'est là qu'on s'est aperçu qu'une plante qui est en bonne santé, elle capte beaucoup plus de carbone
et on stocke plus de carbone dans le sol, donc on augmente la matière organique plus rapidement en arrêtant la chimie. Et en 2018, on est passé bio et en couvert permanent. Et ça, en 20 ans, on a stocké 13 000 kilos d'azote à l'hectare et 130 tonnes de carbone à l'hectare. Et l'évolution du phosphore, ce qui est intéressant, le phosphore, c'est on en avait 60 kilos à l'hectare en 99 et aujourd'hui, on a doublé le phosphore dans nos sols et sans en mettre. Quand on a commencé le Spinirect, on mettait 6,6 kg unités, en gros 6 unités dans la ligne de semis. Donc, c'est vraiment des quantités infimes. On ne peut pas remonter le phosphore avec ça. Et ensuite, cette parcelle-là, elle a eu juste 3 tonnes de fientes de poule. Donc, ce n'est pas avec ça qu'on remonte le phosphore. Donc, on s'est aperçu qu'on a remonté le phosphore avec tous ces micro-organismes qu'on a mis en place, toutes les plantes qu'on a mis en place, que le sol a digéré. Et aujourd'hui, on a assez de phosphore. On a aussi assez de bore, qui nous en manquait il y a une paire d'années, 100 mètres. Et l'évolution, ah bah là, vous n'allez pas la voir, je ne sais pas si vous voyez, bah, tant pis, moi je ne l'ai pas à l'écran. C'est la même chose chez Stéphane. Il a repris une parcelle juste à côté de la sienne, qui a 4,36 de matière organique. Et lui avec 15 ans de Spinirect, il est monté à 7,3. Et le phosphore, c'est pareil, il a le double de phosphore que la parcelle qu'il vient de reprendre, qui est juste à côté de lui, quoi. Donc, moi, je ne voyais pas à l'écran, c'est bizarre. Voilà. Donc, on peut augmenter nos sols très facilement, quoi. Et là, c'est la Garenne, c'est un champ caillou. On retrouve exactement la même chose. On a doublé la matière organique dans un sol à cailloux. C'est possible aussi. Et ça, c'est l'évolution de la température sur Terre depuis l'année 1000. Donc, vous avez le taux de carbone, le taux de CO2 dans l'air. Voilà, depuis 1900, on voit que ça augmente, c'est l'ère industrielle. Et la température sur Terre. Donc, c'est deux courbes qui se suivent. Plus on met de carbone dans l'air, plus la température sur Terre, elle augmente. Donc, le but de l'agriculture aujourd'hui, ça sera quand même de stocker de plus en plus de carbone et réduire le carbone dans l'air. Voilà, et aujourd'hui, on a des aléas. Un coup, c'est trop sec. Une année, c'est trop sec. Une année, c'est trop humide. Et comme on est très fort, on arrive à faire ça la même année, quoi. Voilà. Là, c'est ce qu'on voit aujourd'hui et ce qu'on pourrait voir demain, quoi. Donc, il va être temps qu'on fasse quelque chose, quoi. Alors, les huiles essentielles, je vais en parler rapidement. Donc, on a travaillé les huiles essentielles, entre autres le clou de girofle et l'ail. Donc, ces deux huiles essentielles, le clou de girofle, c'est quasi de la chimie. Elle est systémique, elle peut rentrer dans une plante et arrêter quasi toutes les maladies. Et l'ail, c'est un super répulsif à insectes. Donc, ces deux huiles essentielles, ils sont bien parce qu'ils sont acides réduits. Et en mettant des petites doses d'huile essentielle avec nos macérations, on les renforce soit contre la maladie, soit contre les insectes. Voilà. Et ça, on peut en parler des heures. Les huiles essentielles, voilà. Votre modèle, c'est vous les achetez ou vous les produisez, les huiles non, essentielles? Non, maintenant, le girofle, on les achète. L'ail, c'est compliqué aussi, on l'achète. Que l'ail, le gros problème qu'il y a, c'est qu'une fois qu'on a fait de l'huile essentielle avec un alambic d'ail, on peut faire que ça. Ça sent tellement fort. Vous mettez 5 millilitres d'ail à l'hectare avec un pulvé. Et le pulvé, il sent à peu près l'ail pendant 3 mois. C'est d'une puissance. C'est un composé soufré, hein, donc c'est d'une puissance extraordinaire. Donc on travaille vraiment avec des mini-doses, hein, 5 millilitres hectare. Hein, vous voyez, c'est pas grand-chose, quoi. Alors, les semences, on a travaillé beaucoup sur les semences, sur la génétique, etc. Mais je vais vous montrer juste ça. C'est le test bocal. On met de l'eau au fond, du sable blanc, pas de la terre, du sable blanc, un peu d'eau. On pose nos graines dessus, on ferme. Et à partir de là, on laisse germer, on met devant une fenêtre. Et derrière, s'il n'y a aucun champignon qui s'est développé autour de la graine, c'est que votre graine elle est saine. Donc, vous n'êtes pas obligé de la traiter. Donc ça, comme ça, on commence déjà par une plante qui est non oxydée. Parce que dès qu'on commence à traiter des graines, eh ben, on l'oxyde. Et on se met une balle dans le pied. Derrière, il y aura un insecte. Voilà, quoi.
Donc, le but, c'est de partir. Voilà, on ne travaille pas le sol. On évite de travailler le sol pour ne pas l'oxyder. On évite de traiter la semence pour ne pas l'oxyder, etc., etc. Et quand on va dans ce schéma-là, on est sûr de réussir. Donc, ça, c'est des exemples. Du blé, ça, c'est des pois. Vous voyez, c'est des pois qui n'ont aucun champignon. Donc, il n'y a aucun intérêt de mettre un fongicide, un insecticide autour de cette graine. Ça ne sert à rien. Et en plus, on réduit la vigueur de déport. Donc, ça ne sert à rien. L'homéopathie. L'homéopathie, c'est des granules, hein, tout simplement. Donc là, je vais vous donner un exemple. On fait du semi-direct de triticale. Donc, c'est du semi-direct, on ne touche pas le sol. On sème un triticale, c'est un genre de blé fourragé, dans du trèfle vivant. Après, ça pousse. Hein, vous avez le triticale et le trèfle qui est en dessous. Et puis, pour éviter, on peut semer aussi du sarrasin luzerne. Ça, c'est un autre exemple. Donc, on sème du sarrasin et en même temps, on sème une luzerne. On récolte le sarrasin au-dessus de la luzerne. On voit bien, c'est tout vert en dessous. Et ensuite, on sème du blé directement. Là, je suis en bio. Hein. On sème du blé directement. On l'enterre avec un petit coup de herse là, léger derrière. Et derrière, après, si la luzerne, elle pousse trop, on va chercher de la luzerne, on copie sa fréquence, on pulvérise dessus et elle arrête de pousser. Et comme ça nous permet de récolter notre triticale qui est au-dessus, ou notre blé, etc. Et ensuite, une fois que la luzerne elle a vu le jour, qu'il n'y a plus de blé, pof, elle repart, elle refait de la biomasse. On gratouille la luzerne pour la mélanger au sol. Et ensuite, on ressème un blé. Voilà. Aujourd'hui, on ne fait que ça. Tu peux revenir, s'il te plaît, sur la fréquence? Je n'ai pas compris. Ah, c'est compliqué. On a un appareil, on fabrique notre homéopathie. Donc, cet appareil est capable de copier la fréquence d'une plante ou quoi. Et donc, en copiant la fréquence de la luzerne, par exemple, en 5 dilutions différentes, en 5, 7, 9, 15 et 30 CH, on met ça dans le pulvé, on va pulvériser la luzerne et la luzerne, elle arrête de pousser. Du coup, tu mets en combien de CH? On a 5 CH différents, en 5, 7, 9, 15 et 30. En fait, c'est pour y apporter différentes fréquences et ça trouble la pousse, ça l'arrête. Mais du coup, quand tu veux vite l'arrêter, tu mets du 5 CH et quand c'est moins pressé, tu mets du 30? On mélange les 5. Ah. On mélange les 5. Ça trouble vraiment sa pousse. Voilà. D'accord. Et ça, il faudrait venir une journée à la maison. On reçoit les agriculteurs pour expliquer tout ça. Voilà. Là, je vous passe rapidement. Mais ça serait top d'organiser ça maintenant. Ah, pourquoi pas, hein. C'est juste incroyable tout ce que tu racontes. Et après, vous avez écrit là-dessus, il y a des choses, parce que là, tu dis plein de trucs, mais c'est difficile de… Ouais, je vous en dis un maximum. Normalement, c'est une journée à la maison et la journée, c'est pas assez. C'est ça. C'est ce qu'on appelle du teasing. Hein, il donne envie. Hein. Mais là, c'est pas fini. Mais vous n'avez pas cherché à publier ces résultats? Parce que on est encore en expé, hein, nous. D'accord. On fait toute la ferme comme ça, mais on a encore appris cette année encore différentes choses, on va encore améliorer. Voilà, mais on reçoit quand même, hein, pour que les gens puissent partir, on reçoit des agriculteurs pour qu'ils puissent se lancer. Voilà. Trop bien. Non, pardon, j'ai un peu interrompu. Et là, je vous montre un exemple de chou. Là, le chou qui est à gauche, c'est le même qu'à droite. Hein. Donc, il se faisait bouffer aux altises. Hein. C'est un insecte, on le voit, les petites bestioles noires. Là. Et donc là, on a mis de l'homéopathie dessus. C'est Hysope, hein, tout simplement, Hysope. On peut le trouver en pharmacie, hein, Hysope. On pulvérise dessus. Et en fait, c'est une fréquence que les altises n'aiment pas. Elles n'aiment pas la fréquence de l'Hysope. Donc, tout simplement, les altises, ils sont partis. On ne les tue pas. Hein. Avec l'homéopathie, on ne tue pas. On éloigne. Donc, les altises sont partis. Et le chou, un mois après, vous voyez à droite comme il est. Voilà. C'est pour ça que tes voisins ont de mauvais résultats, c'est ça? Comment? C'est pour ça que tes voisins ont de mauvais résultats? Je ne sais pas. Les Ils mettent altises sont chez le voisin. 3 granules d'Hysope à 2 centimes, ça ne coûte pas cher. Non, mais vu qu'ils sont partis chez les voisins. Ouais, peut-être. Ouais, mais bon, ils ont la chimie. C'est pas grave. Mais bon, c'était un gros problème. Hein. Les altises, pour le colza, dans le secteur, ils s'en faisaient plus. Hein. Les altises bouffaient tout. Hein. C'était un gros problème.
Là, la machine radionique. Donc, on a même des codes pour créer des produits, qu'entre parenthèses, ce n'est pas des produits, de l'homéopathie. Donc, on sait que, par exemple, Thanacethium vulgare, en 30 CH, c'est un répulsif à puceron. Donc, j'ai envoyé la fréquence de Thanacethium vulgare sur mon rosier qui était bourré de pucerons. Le lendemain, il n'y a plus un puceron. Voilà. Et, Donc, là, on et sait toutes ces faire. démarches-là, tu continues à être accompagné par l'un des deux consultants que tu avais au début ou comment tu travailles? Non, on travaille. Bah, là, on a appris aussi l'homéopathie avec Aziz, c'est un Marocain. Là, cette année, on a travaillé avec un Mexicain aussi, Radko, sur l'holo-homéopathie. Donc, c'est encore différent, c'est multiplier les micro-organismes en homéopathie. Donc là, on est encore un cran au-dessus. Et on fait plein d'expériences et on voit ce qui marche, on note. Et ensuite, quand il y a des agriculteurs qui viennent, ils ont un PDF avec toute l'homéopathie. S'ils veulent se lancer, ils peuvent attaquer, quoi. Voilà. Et donc là, c'est un rosier qui a souvent des pucerons. Et là, on a été 1 an sans pucerons. Voilà. Donc ça, on sait faire. Vous voyez, à droite, c'est de l'homéopathie. C'est la même semence, mais à droite, il y a eu de l'homéopathie. Ça s'appelle Silicea, c'est la silice en 30 CH. Donc, on fond 3-4 granules dans l'eau, on enrobe un coup la semence et voilà. Et voilà la différence au bout de 9 jours. Donc, on sait que la silice améliore la photosynthèse. C'est pour ça que ça pousse beaucoup plus vite. Voilà. Ça, c'est encore un exemple. Là, c'est l'altise. L'altise, elle a pondu, donc elle a fait un verre. On est dans un colza. Donc, ça, c'était un colza d'un voisin. Le technicien il avait dit que tu retourneras ton colza, tu sembreras un maïs. Et là, je dis, on va essayer de copier la fréquence du verre. C'est vraiment une expérience cette année. On a copié la fréquence du verre. Le voisin a pulvérisé les colzas. Et en fait, le verre, il n'a jamais émigré. Il est resté dans la feuille. Il n'a jamais été dans la tige. Donc, il n'a pas du tout gêné la pousse du colza. Et voilà le même colza, quelques jours après, donc il a fleuri normalement. Il a sauvé son colza. Et voilà, colza des cycles. Donc voilà, il a fait un bon rendement cette année en colza. C'est un colza qui était dédié à être tourné. Voilà. On sait faire des choses aussi. On sait même, là, entre autres, on sait que la chimie, il n'y a aucune chimie qui sait arrêter le verre. Il faut le savoir. C'est pour ça qu'on tue l'altise à l'automne. Parce que une fois qu'elle a pondu, il n'y a aucune chimie qui arrête le verre dans le colza. Donc, avec de l'homéopathie, on peut faire mieux que de la chimie. Voilà. C'est ça qui est intéressant. On a réparé un blé qui a eu la virose. Pareil, le blé, il n'y a aucune chimie qui répare la virose sur un blé. On tue le puceron à l'automne ou on tue l'insecte à l'automne, la cicadelle, pour pas que le puceron ou la cicadelle amène la virose sur le blé, voilà, ou sur l'orge. Voilà, on sait faire que ça pour l'instant en agriculture conventionnelle. Et on travaille aussi sur le calendrier lunaire. Je vais prendre un exemple. Voilà, c'est assez simple. On prend Michel Gros qui est très simple. Donc, vous voyez, il y a des jours fruits, il y a des jours fleurs. Donc, on essaye de semer en jours fruits. Comme ça, on aura plus de fruits. Et ce qu'on évite aussi, on appelle ça les nœuds lunaires, les périgées, les apogées. C'est les petits bandeaux rouges là qu'on voit, qu'il y a de temps en temps. C'est là où il y a la Lune qui est au plus près, au plus loin de la Terre. Et là, quand vous semez là du blé, vous faites 5-6 quintaux de moins que quelques heures après. Voilà. Voilà, on prend par exemple à droite, là, le périgée, il est à 18 heures. Donc 5 heures avant, 5 heures après, on ne sème pas. Mais si vous avez semé 7 heures avant, eh ben, vous allez faire 5-6 quintaux de plus que si vous avez semé dans les 5 heures du 18 heures. Voilà. Donc voilà, en colza, c'est 2-3 quintaux. Tout ça, on a fait des essais. Tout ça, c'est des essais, c'est pour ça qu'on peut le dire. On a pesé, on a récolté, on a vu ce qui se passait. Voilà. Donc en résumé, comment qu'on dégrade un sol, Eh ben, en travaillant les sols profondément, en laissant les sols nus après moisson ou en les grattant qui voient le soleil, ça c'est très mauvais. C'est diamagnétique. En amenant trop de phyto, en amenant trop d'engrais chimiques. Et qu'est-ce qu'on fait pousser? Une espèce d'arbre mort, quoi. Et à droite, pour reconstruire un sol, eh ben, il faut travailler minimum le sol, ou très peu, ou faire du smirek, qui est toujours découvert, jamais un sol nu. Regardez le caractère actif, le basalte, ça c'est des éléments qu'on peut retrouver dans le sol.
retrouver un certain équilibre. On peut travailler les macérations, des huiles essentielles, des oligos aussi, il faut faire très attention. Le soufre, on travaille sur les fientes où on peut mettre des moutons, des thés de compost. Et là, qu'est-ce qu'on fait pousser? On fait pousser un arbre vivant. Et à gauche, vous êtes dans la consommation et à droite, dans l'autonomie. Voilà. Et ça s'appelle le paramagnétisme. Quand on refait un sol, on ramène, ça se mesure en CGS. Et un sol qui a pas beaucoup qui est plutôt diamagnétique, et ça va être dur qu'il garde ces micro-organismes d'une année sur l'autre. Donc, pour remonter le paramagnétisme, c'est le basalte. C'est des roches volcaniques. Voilà. Donc, voilà voilà un peu le résumé. Voilà. Je ne sais pas si je vous passe la vidéo parce que je ne sais pas si elle va passer. Vous me dites, hein, si ça ne passe pas, je l'arrête. Ça, c'est la remise de nos certificats carbone. On stocke 2300 tonnes de carbone à l'année. Et la remise, elle a été faite par Sol Capital. On entend la musique, mais on ne voit pas la vidéo. Ah bon, je vais l'arrêter. Ça sert à rien. Ouais, je pensais Michel, la musique, Hélène, c'était bien. Tu peux mettre le lien dans le chat, Michel, de la vidéo. Vous pouvez regarder, ça sera Tour de Plaine en Côte d'Or avec Sol Capital. Et donc, il y aura la vidéo. Et c'est Sol Capital, c'est une boîte belge qui nous a fait un bilan carbone depuis 2 ans. Et cette année, on a été rémunéré par le stockage de carbone. On stocke 2300 tonnes de carbone, donc 2300 certificats carbone. Voilà. Pour la ferme. Voilà. Et puis, j'aime bien cette expression. Toute personne qui n'a jamais commis d'erreur n'a jamais tenté d'innover. Donc, on en a fait des erreurs, hein, je vous le dis. On en a fait des essais. Et voilà, donc avec nos 20 ans d'expérience, on en est là aujourd'hui. Et puis, bon, moi, je ne veux pas vous mettre la vidéo de Pierre Rabhi sur le colibri. J'aime bien, cette expression de Pierre Rabhi avec le colibri qui amène de l'eau pour essayer d'arrêter le feu dans une forêt. Et puis, il y a le tatou qui dit « Mais qu'est-ce que tu fais, colibri? C'est pas en amenant 2 gouttes d'eau sur un feu qu'on arrête un feu. » Mais le colibri se retourne et dit « Ben, moi, je fais ma part. » Et je pense qu'on a tous quelque chose à faire. Donc, je vous remercie de votre attention et on est tous des colibris. Voilà. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup. Merci. Merci. J'imagine qu'il va y avoir des questions. Ah, je pensais qu'on allait passer directement à l'interrogation écrite. Non? Moi, j'ai une question. J'aimerais savoir quel était votre moteur, parce qu'on voit bien que c'est une longue expérience. Qu'est-ce qui a fait que vous avez progressé en fait sur chaque thématique? On voit que la rentabilité économique, elle vous donne raison, mais j'imagine que ça n'a pas toujours été avec autant de certitude ce que vous affichez aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a guidé? Pourquoi vous avez fait tout ça? Je pense en moi, j'ai un côté écologique quand même. Je pense que dans les années 80, j'avais vu une émission sur France 2, je me rappelle, ou sur France 3, c'était un présentateur avec des lunettes, je ne sais pas son nom, et il nous avait dit qu'un jour le Glowstream il n'existerait plus. Et ça m'avait quand même choqué. On allait passer de l'hiver au printemps, de l'hiver à l'été, et on n'allait plus avoir d'automne et de printemps. Et après, bien sûr, quand j'ai repris la ferme de mon papa, comme on est une région difficile, économiquement, on a toujours cherché à réduire les coûts pour passer les mauvaises années. Parce que les bonnes années, c'est facile, tout le monde les passe. Mais les mauvaises, c'est un peu plus dur. Et puis après, on s'est aperçu qu'en réduisant un petit peu partout, on s'est aperçu que nos sols fonctionnaient mieux. Et puis voilà. Donc, on est toujours en recherche. Hein. Je suis bientôt à la retraite dans 10 ans, mais voilà, on va continuer. On est motivé. Ouais, j'ai une question, c'est Alain là. Quand tu es passé du conventionnel TCS au bio, tu n'as pas du tout augmenté le travail du sol. Il n'y a pas eu de travail du sol supplémentaire. Un petit peu parce qu'on n'a plus de glyphosate. Donc, c'est pour ça qu'on a mis des couverts permanents qui gardent le sol propre le plus longtemps possible. Et on passe un coup de déchômeur à disque, franchement, c'est vraiment très très peu profond, c'est 3-4 cm. Et ensuite, on sème. Et ça ne détruit pas la luzerne ou le trèfle qu'on a mis en place. Donc, le blé, il pousse. Et puis après, on essaie de contrôler le trèfle et la luzerne avec de l'homéopathie, tout simplement. Aujourd'hui, tout est semé sur la ferme. Et normalement, je vais passer une macération au printemps avec mon pulvé.
Et après, je reviens qu'à la moisson. Hein. Je suis le gros feignant. Hein. Donc, systématiquement, il y a deux cultures, quoi. À chaque fois, il y a deux, si on peut dire, il y a Ouais. deux cultures. C'est ça. Ouais, Hein. ouais, un métail. D'accord. Ouais, je crois que c'est vous qui D'accord. avez demandé tout à l'heure. Ouais, on appelle ça un métail. Mais moi, je ne suis pas là pour récolter mon trèfle. Je suis vraiment pour récolter mon blé ou mon triticale, ou mon épeautre ou mon seigle. Aujourd'hui, c'est que des cultures, que des graminées hein, que je sème. Hein. C'est que des graminées, l'une derrière l'autre. Je suis à 5/6e blé sur blé, quoi, en gros. Quoi, hein, voilà. Ouais. Avec le colza, c'est pas. Avec le colza, c'est pas. C'était autre chose qui était semé avec le colza pour que ça crève pendant l'hiver. C'est quoi, des facélies? C'est quoi? Quand on était en conventionnel, on faisait colza, lentilles, parce que les lentilles, ils se pèsent bien chez nous. On faisait évidemment la févrole. Et c'est que des lentilles févroles, c'était des plantes de printemps qui gelaient, quoi, principalement. Et avec du sarrasin aussi. Le sarrasin, c'était très bien dans le colza. D'accord. Tes rotations, c'est quoi donc, Philippe? Comment? Tes rotations, c'est quoi? Il n'y en a pas. Je n'ai pas de rotation. Moi, c'est que des cultures, des graminées. Je fais que du blé, du triticale, du seigle, du petit épeautre. Et voilà, quoi. Je sème tout à l'automne. J'ai des parcelles qui sont à la 5e paille et cette année, j'ai cartonné. Il n'y a pas de souci. Tu n'as pas d'épreuve de mycotoxines? Non. En fait, non, comme c'est que des cultures avec des trèfles ou des luzernes. Donc, j'ai une biomasse là-dedans qui est énorme. À la récolte, on récolte au moins 10 tonnes par rapport à ce qu'on peut faire en bio. Voilà, chez nous, ils font 1,5 tonne de paille et puis 2 tonnes de blé. Ils sont à 3,5 tonnes. Nous, on récolte 10 tonnes avec le trèfle, le blé, la paille et tout, quoi, le grain et tout. Et puis derrière, non, au contraire, en fait, nous, chez nous, en mauvaise herbe, entre parenthèses, donc j'aime pas les appeler comme ça, c'est plutôt des plantes bio-indicatrices, c'est que des graminées qui poussent. C'est du vulpin, principalement, et un peu de raies-gras. Donc, mon sol, il veut des graminées, ben, j'y en mets. J'y sème que des graminées. Voilà. Il y a juste cette année, j'ai refait de la moutarde parce qu'on m'a demandé à faire de la moutarde en bio, et comme il en manque beaucoup, puis on est dans le secteur de la moutarde. Mais sinon, c'est que des graminées. J'ai vu un écartement assez important au niveau du blé, des céréales. C'est la région qui fait ça ou c'est particulier? Non. C'est pas chez moi sur le blé, là, c'est pas chez moi, c'est une photo que j'ai repris parce que comme on reçoit à peu près 150 agriculteurs à la ferme par an, et ça c'est une photo qui vient du Lot-et-Garonne. Et c'est un blé qui a été semé à 37,5, vous voyez, avec un sport de précision de maïs. D'accord. Donc justement, il devrait être moins malade avec l'écartement et vous voyez, il fait l'efficacité quand même de la macération. Ouais, mais le Lot-et-Garonne, hein, Marc. Ouais. Non, mais j'aurais pu vous montrer plus de photos. Hein. J'en ai 300. Quand les agriculteurs viennent à la ferme, j'ai 300 diapos à passer dans la journée. Donc voilà, mais j'ai pas voulu passer. Voilà. Et alors, quand tu fais des formations, c'est des groupes de combien et ça dure combien de temps? C'est une journée et j'arrête à 15 personnes. Après, je trouve que c'est trop. 12, c'est bien. D'accord. Et c'est une journée entière? Ouais, c'est une journée entière. Ouais. Donc, on fait de la salle. Après manger, on va un coup dehors pour réveiller tout le monde. Et puis, on va faire un peu de chant. Et puis après, on revient, on finit en salle le soir. On finit par l'homéopathie et les fréquences parce que c'est assez particulier. Quand tu pulvérises aussi bien les huiles essentielles que l'homéopathie, donc les huiles essentielles, j'ai compris que c'était à peu près 5 millilitres par hectare, c'est ça? Oui. Tu arrives à avoir quel rendement de travail? Parce que ça veut dire que ça va vite. Tu ne mets pas beaucoup d'eau non plus dedans en mélange, tu fais quoi? Ça va très vite, tu fais beaucoup d'hectares avec un pulvé, quoi. Ouais. En fait, c'est en fonction du parcellaire que je mets le nombre de litres. Je peux travailler avec les mêmes buses entre 25 et 50 litres hectare. Donc, des parcelles moyennes, je vais travailler à 50 litres pour rouler un peu moins vite, pour avoir toujours la même pression. Et puis, dans des grandes parcelles comme chez nous, moi, j'ai déjà fait 100 hectares en 1h30 avec le même pulvé. Ah oui. 2 parcelles. J'avais 2 parcelles. 54 mètres. Non, je suis en 36 mètres, mais je suis à 30 km/h. Donc, voilà. Quoi. Et puis, les coins, on ne les fait pas, on tourne. Hein. On est là, on n'est pas dans du désherbage. Quoi. Voilà, quoi. Arnaud, tu as une question?
J'ai plusieurs questions. Comment on sait si la plante elle se trouve dans un environnement acide réduit? Ça, c'est la première question. Sur une diapo, j'ai vu brancher une petite électrode sur un rosier. Alors, c'est Ouais. branché sur un voltmètre, c'est ça? Non, c'est la machine radionique. J'ai envoyé la fréquence dans le rosier. On peut l'envoyer comme ça, on n'est pas obligé de pulvériser. Il est juste pincer une branche et on envoie. Là, c'était Aconitum vulgaire, il me semble, c'est contre les pucerons. Voilà, on sait que c'est cette homéopathie-là qui est contre le puceron. Ah, là, c'était pas pour mesurer, alors c'était pour envoyer Non. une fréquence. Ouais. On n'est pas obligé de pulvériser. On peut pincer une feuille, on peut pincer une tige. Il suffit qu'elle soit humide et ça passe. D'accord. Ah oui, donc c'est. Et comment tu fais pour savoir la fréquence du ver de terre ou du verre? Du verre, non, c'était pas un ver de terre. Ouais. Oui, c'était un verre de l'altise. En fait, on prend le verre, on le met dans vous avez l'appareil, on le met en haut à gauche, c'est la copie, et ensuite les chiffres, on met tout au neutre, et ensuite il y a 2 boutons à manœuvrer, et on copie la fréquence du verre dans de l'eau ou dans des granules vierges. Et là, c'était des granules vierges, et ensuite, je l'ai donné à mon voisin qui est à une demi-heure de chez moi. Il a été pulvérisé le colza et ça a arrêté le verre. Le verre n'a pas immigré, il est resté dans la feuille. Voilà. Donc ça, c'est un Donc, appareil. avec cette machine radionique, on est capable de copier toutes les oui. fréquences de quelque chose qui est vivant, quoi, en gros. Machine radionique, d'accord. Donc, comment tu fais pour savoir si tu es en environnement acide réduit? Alors, l'acide réduit, une plante qui est en acide réduit, elle va faire de la photosynthèse, ça c'est sûr. Et donc, automatiquement, vous allez pouvoir le mesurer, par exemple, avec le taux de Brix. C'est le taux de sucre sur la feuille. Si le taux de sucre il est au-dessus de 14, ça veut dire que votre plante, elle fait de la photosynthèse. Et derrière, donc ça veut dire qu'elle est en acide réduit. Ça, c'est une évidence parce qu'elle prend le carbone, le CO2, elle rejette le O2, donc elle enlève bien l'oxydation. Donc, elle sera dans la réduction. Et on sait que là, à partir de là, la plante, elle ne va pas du tout attirer les insectes et les maladies. En 2016, quand on a eu le mois de mai et le mois de juin couvert et humide, on avait tous les blés en France, ils ont été malades. Ça a été une catastrophe au niveau rendement. En 2016, les bonnes régions, ils s'en rappellent. Hein. C'était une catastrophe. Hein. C'était des 25 quintaux au lieu de faire 80. Et parce qu'en fait, on était justement en oxydation. La plante ne faisait pas assez de photosynthèse. Au mois de mai, juin, couvert, pas de photosynthèse. Donc, taux de Brix était bas. Et derrière, hop, maladie. On venait qu'un pulvé avec de la chimie. Alors, on oxydait, on n'arrangeait rien finalement. Parce que si derrière, il aurait fait beau, on aurait arrangé. Mais comme il n'y a pas fait beau, pof, encore une autre nouvelle maladie, ainsi de suite. Et on pouvait faire ça pendant 25 fois. Ça aurait servi à rien du tout. Le taux de Brix, alors, comment tu écris ça? Brix, B-R-I-X. C'est le taux de sucre. Et ça se fait en labo, c'est-à-dire tu prends de la matière. Non, tu prends les 2 dernières feuilles, tu les écrases pour sortir une goutte. Et après, on a un réfractomètre. On met la goutte sur le réfractomètre, on regarde avec l'œil à travers. Et tout de suite, on voit, il y a une barre on voit la limite du sucre et on voit tout de suite le taux de Brix de la plante. Hein. Les laitiers ils regardent ça pour leur veau, ils peuvent regarder le taux de sucre du lait. On peut faire beaucoup de choses avec un les vignerons pour le raisin, etc. Ouais. Les betteraves pour le sucre. Et alors, si tu as un taux de Brix qui n'est pas suffisant, tu viens appliquer un macérat, une homéopathie ou quelque chose comme ça, quoi. Oui, une macérat. L'idéal, c'est une macération d'ortie et acide réduit et qui va redonner de l'énergie à la plante. Parce que cette macérat, elle a beaucoup de millivolts. D'accord. Et alors, dernière question, j'ai noté mesure du paramagnétisme en CJS. Qu'est-ce que c'est que le CJS? C'est des centigrammes secondes. Alors ça, c'est un Américain, c'est Phil Callahan qui a créé cette machine. Et en fait, ça nous donne un repère, une terre qui marche bien. Elle a autour de 300 CGS. Et je peux vous dire qu'en France, les terres, ils sont entre 0 et 70. Le pire, c'est les terres de vignerons. Ils sont complètement morts en paramagnétisme. La chimie, c'est diamagnétique. Et on sait bien que dans la vigne, on met beaucoup plus de dosage de phyto qu'en agricole, qu'en grande surface. Ils flinguent leur sol. Les sols sont toujours nus l'été.
il est labour, c'est une catastrophe, quoi. Pour tuer un sol, il n'y a pas pire, quoi. Pour remonter un paramagnétisme, du coup, c'est pareil, même traitement. Enfin, Ouais, déjà, il faut déjà éviter ce qui est diamagnétique, donc le labour, la chimie. Et par contre, pour remonter, l'idéal, c'est de mettre du basalte, c'est de la roche volcanique qui est très, très riche en paramagnétisme. On en a trouvé à 2000 CGS et on en met 500 kg hectare. La pouzzolane, ça marche? Ouais, c'est un genre de. Voilà, c'est ça. C'est de la poudre de basalte. Ok. Et Merci, c'est pour Philippe. ça qu'en Asie, tout pousse là-bas. Tout pousse, et quand un volcan il pète, ils sont heureux. Et le dernier coup, ils ont eu 6000 morts à Java, mais ils sont heureux parce que ça fertilise. Ils disent, hein, nous, on aime bien l'Asie, on les rencontre souvent. Et ils le disent, ils sont contents. Mais bon, parce que en fait, après, derrière, vous avez le paramagnétisme vous permet de stocker énormément de micro-organismes. Donc après, ça pousse tout le temps, ça pousse tout le temps. Voilà. Bon, après, ils ont le climat, mais malgré tout, ils font quand même 3 récoltes à l'année. Hein. C'est pas des nains, quoi. Voilà. Et Philippe, as-tu pensé mettre des arbres sur ta propriété? Ouais. Des rangées d'arbres Bah, j'avais déjà mis, j'ai déjà mis 50 fruitiers pour faire du social. Je voudrais que les gens aillent cueillir leurs fruits et puis qu'ils me cueillent des cagettes en échange. Voilà. Ça, c'est surtout pour faire du social. Et puis là, je suis en train de remettre 3 km d'arbres dans mes grosses parcelles, là. Et puis 1 km de haies avec une rangée d'arbres aussi, quoi, avec un voisin. Voilà, on va mettre 4 km cette année. Je ne peux pas en mettre partout, j'ai des terres drainées, donc une fois que c'est drainé, tu ne peux plus mettre d'arbres. Et donc, les formations, les agriculteurs qui viennent, ils viennent depuis combien de temps? Ça fait 2 ans maintenant? C'est ça? Ah, ça fait plus longtemps que ça. Ça fait au moins 5-6 ans qu'on reçoit des gens. Hein, D'accord. voilà, parce qu'on était dans les premiers à faire du semi-direct aussi. Donc ça intéressait du monde. Et puis bon, en macération, on est les premiers en France, je pense, avec Stéphane, mon copain, c'est sûr. Hein. Et 2010, est-ce que tu gardes le contact avec les personnes qui passent par chez toi? Est-ce que ça forme une sorte de réseau dans lequel il y a de l'entraide et des partages d'expériences ou pas? en fait, on n'a pas trop. On avait mis des WhatsApp, évidemment, en route, mais celle qui a organisé ça, elle a un peu. Nous, on vous laisse réunir une fois par an, et ça s'est pas fait, quoi. C'est dommage. Là, on va se réunir avec des gens qui font de l'homéopathie depuis 1 an ou 2. Voilà. On va se réunir le 30 janvier, puis on va mettre tous nos essais à plat, et puis essayer de recréer un petit protocole, quoi. Ok. Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut plus implanter un arbre quand c'est drainé? Pourquoi tu dis ça? En fait, quand c'est drainé, l'arbre il va boucher les drains. Comme il va plus profond qu'un blé, il va boucher les drains et on risque de boucher nos drains. Puis après, nos terres, voilà, quoi. Ça va être compliqué en argile, quoi. Voilà. Ta luzerne, Bon, tu la gardes combien de temps? Comment? La luzerne, tu la gardes combien de temps? Là, j'ai des couverts permanents ils sont là depuis 2018. 2017, je les ai implantés, ils sont encore là cette année, quoi. Donc, même un petit coup de déchômage léger, même au contraire, je crois que ça les booste. Voilà, quoi. On appelle ça des couverts permanents. Donc, ils sont tout le temps en place. Pareil. Le trèfle, pareil? Ouais, le trèfle aussi. Ouais. Je préfère presque le trèfle à la luzerne. La luzerne, des fois, on a du mal à la contrôler avec l'homéopathie. Le trèfle, un petit peu plus facile, quoi. Le trèfle serait un peu moins concurrentiel que la luzerne sur le blé ou sur le triticale. Ouais. C'est quel type de trèfle? C'est le trèfle violet. D'accord. Donc là, on a cherché des vieilles variétés de trèfle violet, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, avec la sélection de 20 ans, les trèfles violets, c'est une sélection qui a été faite pour qu'ils démarrent très vite au printemps, qu'ils fassent de la biomasse. Nous, c'est pas ce qu'on veut. Nous, c'est plutôt qu'ils démarrent doucement au printemps, qu'ils ne fassent pas trop de biomasse, et puis qu'ils fassent de la biomasse après récolte, quoi. Voilà. Et là, une année comme cette année, moi, j'avais les champs tout verts, partout. Les gens avaient semé des couverts, mais ils ne levaient pas, quoi, avec le sec. Et nous, le peu d'eau qu'on a eu, j'avais tous mes champs, ils étaient verts de trèfle ou de luzerne. Donc, ils étaient capables d'aller capter du carbone et de l'azote
voilà, quoi, c'est le but aussi, quoi. Nous, en bio, on est limité avec l'azote. Donc, en mettant des trèfles et des luzernes, on capte de l'azote toute l'année, quoi, qu'on remet dans le sol. C'est l'élément qui a le plus dans l'air, hein, c'est l'azote. Moi, j'ai une question. Vous avez évoqué au début de votre présentation le fait que votre fils était parti reprendre des études. J'imagine que ce n'est pas une situation triviale pour vous. C'est quoi la perspective? Parce qu'on pourrait dire que vous avez une ferme, que les méthodes que vous avez mises en place sont vraiment innovantes, voire révolutionnaires, et de nature en tout cas à enthousiasmer un jeune. La suite, c'est quoi? Vous pensez qu'il va revenir? Il y a des gens qui se proposent. Est-ce qu'une ferme comme la vôtre, pour le coup, a de l'avenir et va avoir une transition plus simple que pour les autres? Je pense que oui, elle a de l'avenir parce qu'on a remonté nos taux de matière organique. Et puis derrière, on pourra récolter plus longtemps que la moyenne, hein, je pense. Et puis en plus, je vois cette année, dans les champs à cailloux, on fait le même rendement que nos conventionnels. Hein. Parce qu'on a un taux de matière organique qui est plus élevé et on sait que la matière organique, c'est un stockeur d'eau. Hein. Donc, vous voyez, là, j'ai refait des analyses dans d'autres parcelles cette année. On monte à 10% de matière organique. Et je pense que nos voisins, s'ils sont à 2,5, c'est tout le bout du monde. On a 4 fois le taux. Donc, voilà, quoi. Donc, aujourd'hui, voilà. Donc, ça, c'est sûr que c'est ce qu'on a voulu aussi, c'est de faire une ferme durable, quoi. Bon, après, voilà, Thomas, c'est notre fils. Ouais, bon, après, il veut faire autre chose. Je ne vais surtout pas le forcer à faire ce métier-là s'il ne veut pas le faire. Hein. Non, non, j'ai eu un frère, j'ai travaillé 15 ans avec un frère qui ne voulait pas faire ce métier-là. Je ne vais pas forcer mon fils. Il fera autre chose. Voilà, quoi. Ça va être dur de la transmettre aussi, hein, parce qu'on a 400 hectares, on est propriétaire des 400 hectares, ça commence à faire du chiffre aussi, tout ça. Hein, donc, voilà, quoi. Ça aurait été mieux de mettre un enfant, mais bon. L'apport des animaux, l'expérience des animaux, ça a apporté quoi? Le mouton, c'est vraiment idéal pour pâturer les blés, parce qu'on faisait pâturer les blés au printemps. C'est vraiment l'idéal, ça ne les abîme pas, ça fait du bon boulot. Ça répartit bien la matière organique. Leur déjection, ça la répartit bien, mieux qu'une vache. Et c'était notre meilleure marge, hein, sur la ferme. Hein. Comme c'était des moutons de plein air, jusqu'au 1er mai, les surfaces qui étaient dédiées aux moutons, on ne les touchait pas. On faisait même presque de l'enrubané, on le vendait, et puis après on remettait nos moutons au 10-15 mai et dedans pour finir les agneaux. Et voilà, quoi. Et après on remettait les moutons au 15 juillet, après récolte, dans des trèfles ou des luzernes. Voilà. Voilà. L'idéal, ça serait d'avoir un berger itinérant, et il vivrait sur la ferme pour rien du tout, quoi. C'est sûr. Mais sans animaux, on a quand même remonté le taux de matière organique. C'est ça qui est intéressant, quoi. Les moutons, tu les laisses combien de temps dans ton champ de blé? En fait, le meilleur rendement derrière un passage de mouton, c'est le surpâturage. Quand tu n'as plus de blé, tout est bouffé, c'est là que tu fais le meilleur rendement. Il y a eu des essais de fait dans une ferme bio près de chez nous. Le pâturage moyen, il faisait tant de quintaux. Un peu plus pâturé, ça montait en rendement. Et le surpâturage, où tu sortais les moutons, tu ne voyais plus un pied de blé, mais il y avait un écart, hein, c'était 10 quintaux d'écart. Parce que vous avez des blés hyper propres et puis très fertilisés, quoi, aussi, quoi. Et le talage? Donc on n'a pas peur. Comment? Le talage était augmenté? Ouais. D'accord. Et puis plus d'azote, hein, sur pâturage. Nous, où que les moutons se couchaient la nuit, ils se couchaient souvent au même endroit. On avait des blés ou des triticales qui se couchaient, quoi. Il y avait beaucoup d'azote, là. Donc c'est pour ça que ça ne dérange pas du tout d'avoir un troupeau de moutons en plus dans la ferme, quoi. Ça ne dérange pas du tout, du tout. On pourrait faire vivre un moutonnier à côté, hein, c'est sûr. Hein. On gagnerait autant, je dirais, et on pourrait avoir au moins, pour nous, une ferme comme nous, 400 mères brebis, quoi.
Donc, on pourrait faire vivre un couple à côté. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Il y a des solutions hein, pour comment faire travailler du monde, faire vivre des gens plus facilement, etc. quoi. Les moutons, tu les fais brouter de quelle période à quelle période exactement? Eh ben, les moutons, nous, on les faisait agneler au mois de février. Donc, on les rentrait sous un bâtiment pour les faire agneler et on les sortait au 15 mars. Et c'était vraiment pour arriver les premiers sur le marché avec des moutons d'herbe. Parce que normalement, ils font au mois de mars, quoi, des moutons dehors. Et nous, comme on avait la place, on avait un bâtiment, voilà. Et puis comme ça, c'était plus facile à surveiller. C'est pas pour ça que ça se passait mieux. Hein. L'agnelage dehors, c'est plus facile. En bergerie, ça demande beaucoup plus de surveillance parce que dès qu'il y a une brebis qui fait, il y en a une autre qui est à côté, qui lèche l'agneau, c'est un peu le bazar. Que quand ils sont dehors, ils arrivent à s'isoler. Bon, par contre, on arrivait sur le marché, nous on arrivait au mois de mai avec des agneaux qui faisaient 20 kg de viande, hein, au bout de 3 mois, c'est un truc de fou. Et on vendait, les derniers qui sont partis à 8 € le kilo quand même. Hein. Donc à 20 kg, ça fait 160 € l'agneau. Une brebis, elle faisait un agneau et demi de moyenne, c'est énorme. Quoi. Il n'y avait pas de météorisation du tout? Il n'y a jamais eu de problème de météorisation? Non. Non, ça se prépare, ça. En fait, bon, l'hiver, déjà, il y a beaucoup plus d'eau que d'azote dans les plantes, ça c'est moins grave. Mais à l'automne, quand on allait vraiment, où il y avait beaucoup de trèfle ou de luzerne, soit on mettait une botte de foin vraiment riche, une paire d'heures avant qu'ils aillent dans le champ. Et puis on les mettait souvent l'après-midi ou quand il fait chaud, ben, en fait, ils ne mangent pas beaucoup. Et puis après, une fois qu'ils ont pris le rythme, on n'a jamais perdu de mouton. Non, jamais, jamais. Il y a juste ces petites précautions à faire. C'est tout. Quoi. D'autres points, il y a des choses sur lesquelles tu travailles, dont tu voudrais parler, non? Encore innovantes, ou tu nous as parlé de la Lune, de l'homéopathie, des macérats, il y a d'autres choses qui sont en vue? Ben là, le dernier stage qu'on a fait avec Radco, donc, c'était de voir dans les parcelles ce qu'à l'époque, en gros, en fait, c'est retrouver un équilibre des parcelles. Et ça me plaît bien. Donc, il nous a montré des sites, par exemple, on va dire le raiggras. Pourquoi le raiggras, il est là? Le raiggras, c'est une plante qui adore le carbone. Donc, je pense que dans les années à venir, on en verra de plus en plus dans les champs agricoles. Donc, adore le carbone. Par contre, on a des plantes, par exemple, à côté, des antagonistes avec le raiggras, par exemple le plantain. Donc, on va multiplier le plantain en homéopathie, on va déjà multiplier en micro-organismes du plantain, et on va multiplier ça en homéopathie, et ensuite on va pulvériser les champs de plantain, entre autres, hein, puis il y a d'autres choses. Et avec ça, on va réduire la pousse du raiggras. Donc le but, c'est de trouver, il nous a montré des sites américains, etc., qu'on va pouvoir trouver nos plantes qui nous gênent, entre autres, on va préparer toutes ces homéopathies, pulvériser avant qu'il lève, rééquilibrer. Et on va travailler aussi sur l'évolution de la matière organique, parce qu'aujourd'hui, on a un tas d'azote qui est dans le sol, un tas de carbone. Et donc là, on va travailler avec surtout des champignons. Des champignons, on va les multiplier, les champignons, par exemple, en bordure de forêt avec des bottes de paille. On va récupérer les champignons en bordure, les remultiplier, parce que ça, c'est des champignons qui sont capables de bouffer la paille, donc la cellulose. Donc, ils seront capables de manger notre matière organique. Et ensuite, on va les remultiplier dans le champ. Voilà. On va multiplier aussi des nodosités de luzerne et de trèfle pour amener des bactéries capables d'aller chercher de l'azote et du carbone dans l'air. Donc ça, on va faire un passage au printemps. Donc voilà, quoi. Et on a plein d'autres choses avec du soufre élémentaire qui attaque la matière organique.
et qui ramène du calcaire actif dans les sols, etc. quoi. Alors là, cette année, j'en ai fait avec des bons résultats. Donc voilà. Quoi. Le but aujourd'hui, c'est de monter le rendement en bio. Notre système, il marche. On travaille très peu. Voilà, ça marche. Et derrière, il faut monter le rendement pour donner envie aux gens. Quoi. Voilà, quoi, en gros. Mais on va y arriver. S'il n'y a pas d'autres questions, ce que je proposerais bien, c'est peut-être Michel, comme c'est grâce à toi qu'on a eu cette soirée. Peut-être tu as un petit mot de conclusion. Et Philippe, hein, bien sûr. Moi, j'ai l'impression que Philippe a intéressé l'auditoire, donc je suis content. Je suis content parce que j'ai l'impression quand même qu'il a beaucoup de choses à nous dire et il a été évoqué à plusieurs reprises une éventuelle visite sur les terres de Haute-Côte d'Or. Je pense que ça pourrait faire l'objet d'un voyage apprenant comme on a fait précédemment. Ah, oui. Moi, j'ai déjà fait une journée avec mon épouse, une journée de formation avec Philippe. Je pense que une journée, ça fait court parce qu'il a beaucoup de choses à nous dire et si on a un public intéressé, on peut se faire un petit truc sympa avec lui, quoi. Bah, écoute, je pense que il y aura probablement des suites. Voilà. Après, ça va dépendre de chacun, mais. Moi, je pense que ça serait une idée vraiment très chouette. C'est passionnant et j'ai qu'une frustration, c'est que d'arrêter la vidéo, quoi. Vraiment, merci en tout cas, Philippe, parce que je pense que tu es archi occupé et de prendre ce temps pour. Merci beaucoup, ouais. Ouais, c'est sûr, merci Philippe. Merci je suis frustré de ne pas être agriculteur, du coup. Tu vois. J'ai l'impression qu'il est un peu. Il suscite des vocations. Ouais, carrément. Ouais, merci pour cette présentation, c'était passionnant. Ouais. Eh bien, on va passer. C'est surtout c'est qu'on peut. Moi, juste pour dire, c'est juste qu'on a un rôle sur le climat, hein, donc faut qu'on le prenne en main. Hein, voilà quoi. C'est ça que je vois. Si on veut qu'on cultive encore des années, il va falloir quand même que les agriculteurs s'y mettent un petit peu, hein, parce que là. Quand je vois ce qui se passe autour de moi, des fois, je me dis, mais je sais pas, que ça soit une année humide ou sèche, ils passent autant de temps dans les champs. Je n'arrive pas à comprendre. J'ai du mal à comprendre. En plus, cette année, avec le prix du gasoil, je n'ai pas compris mon voisin. Je voulais aller le voir quand même parce que je pensais qu'il avait du gasoil pas cher, je sais pas. Mais je sais pas, j'avais du mal à comprendre les passages d'outils qui servaient à rien du tout. Quoi. Mais bon. Et juste, Philippe, tu as un site internet ou quelque chose où on peut consulter des résultats, des choses que vous avez faites, des conseils que tu donnes dans la formation? Rien. Aujourd'hui, tu n'as pas le temps, quoi. Je suis pas bon communicant. Okay. J'ai pas de Facebook, j'ai rien. Ouais. Mais voilà. Okay. Et les gamins, ils avaient mis ça en route. Là. Mon ouvrier, puis Thomas, notre fils, ils avaient mis ça un petit peu en route. Et puis voilà, c'était sympa. Mais bon, je préfère me prendre plus de temps dans mes essais. Et voilà. Okay. C'est un tort, hein, je le sais. Hein, mais... Non, chacun fait comme il peut. Hein. C'est déjà génial que tu arrives à faire des formations. Hein. Il y a plein de gens qui me disent qu'il faudrait que tu communiques plus, tout ça. Mais bon, voilà. Moi, je reçois déjà, on prend le temps de recevoir du monde. Parce que c'est tellement compliqué, là, ce que je vous ai montré. Voilà, je sais pas, tu peux en parler, Michel. Voilà. C'est plus complexe que ça, quoi. J'ai mis le plus beau, quoi. Mais voilà, il y a du boulot, quoi, derrière, quand même. Ouais, c'est parce que tu peux en dire, Michel, toi, la journée que tu es passé à la maison. Oui, là, je peux en dire que Philippe, des fois, est un petit peu découragé des suites, des formations qu'il a pu faire. Parce que les personnes qui sont passées montrent assez peu d'autonomie et d'énergie à expérimenter eux-mêmes. Parce que ce que nous dit Philippe, c'est il faut accepter de se tromper, expérimenter, et par tâtonnement, on arrive à trouver les bons dosages, les bonnes méthodes, etc. Et il constate un déficit d'énergie et de mobilisation sur de l'expérimentation. Voilà. C'est ce que j'ai compris de nos échanges, Philippe, je crois. Ah oui, bien sûr, parce que voilà, quand les agriculteurs viennent, ils me posent beaucoup de questions, mais
j'ai beaucoup de réponses du fait qu'on a fait beaucoup d'essais. C'est ça le truc. Et comme tu dis, c'est dommage qu'ils ne prennent pas plus en main leur métier, quoi. Parce qu'en fait, tous les métiers, on doit les prendre en main. C'est pas que l'agriculture, mais voilà, quoi. Je pense que tous les métiers, c'est tellement facile aussi, hein, derrière. Hein, voilà, ils reçoivent des SMS, des flashs, des machins. Voilà, mais il ne faut pas qu'ils pleurent après si ça ne marche pas, quoi. C'est ça, le truc. Et donc, moi qui suis coach, je me dis que la solution, elle est à la fois technique, mais elle est à la fois comportementale. Et que les gens qui vont faire les percées en termes de réinitialisation de leur méthode de travail, c'est des gens aussi qui ont peut-être des contextes ou des entourages ou des capacités à se mettre en lien pour pouvoir garder à une énergie, un niveau de motivation suffisant pour expérimenter jusqu'à la percée vers le haut, quoi. En tous les cas, quand nous on a fait une rencontre au TCS, on en fait une tous les ans, c'est à Vendôme, là, à côté de Tours, à côté de Bois plutôt. On rencontre toujours les mêmes personnes, en fait. Nous, on a travaillé sur le marché à terme depuis 20 ans, on vendait du grain sur le marché à terme, on a fait du Sminrec, mais en fait, maintenant, on est dans le bio, voilà, on stocke du carbone, mais on retrouve toujours les mêmes personnes, et c'est les mêmes personnes qui sont motivées, voilà, on passe tous par les mêmes chemins, quoi, en gros, je dirais. Donc, voilà, quoi. Après, il y a les gens qui ne bougeront jamais, hein. Ça va être dur, hein. Voilà, quoi. C'est comme ça. Est-ce Et que puis, tu as on est des... autonome. Moi, je n'ai pas besoin de ma comptable pour savoir s'il faut que j'investisse ou quoi, quoi. J'ai besoin de personne, quoi. Je suis autonome, quoi, mais vraiment de A à Z, quoi. J'ai acheté 3 tracteurs il y a 1 an et demi. Je n'ai pas été voir ma comptable. Je savais que j'avais les moyens et puis c'était nécessaire pour faire de l'amortissement, etc. Voilà. Mais ça, aujourd'hui, les gars, faut que j'appelle ma comptable. Est-ce que je peux changer mon tracteur? Ça ne va plus, quoi. Je trouve ça ne va pas, quoi, ça. Voilà, quoi. Ouais, donc le monde agricole est devenu comme le reste, quoi. Bon, sinon, j'ai une question, Philippe. Là, tout à l'heure, tu as fait allusion à la vigne. Est-ce qu'il y a un endroit où il y a ces expérimentations-là, ce travail-là qui est fait en vigne, que tu pourrais m'indiquer? Ah oui. Oh ben, je n'ai pas de nom précis, mais sur la côte de Beaune, il y a beaucoup de bio en biodynamie, etc. C'est sûr que ça marche. En fait, Éric Petiot avait des bons résultats en vigne, en arbo, et en grande culture, il nous a lancé, quoi. Il ne savait pas trop. Voilà. Mais en Donc, vigne, tu vas trouver, hein, c'est sûr. Ça a d'abord commencé en culture pérenne avant d'arriver en céréales, c'est ça que tu veux dire? Oui, c'est sûr. D'accord. Je pense qu'on est les premiers en grande culture comme ça, en grande surface, tu vois. Mais Alain, Daniel, il faisait ça, celui qui nous avait emmené à Agen? Ouais, je ne sais plus. Tu n'avais pas emmené un copain viticulteur aussi qui faisait Non, mais non, je ne faisais pas ça. Non. Ah non? Non. J'avais cru. Ouais. Sinon, tout à l'heure, tu parlais un peu de démultiplier, enfin, de surmultiplier le truc. Là, il y a des CETA ou ça existe encore, ça, CETA, GDA, etc., qui viennent te voir et donc qui pourraient colporter un peu le message là. Est-ce que ça se passe encore comme ça? Oh oui, des fois on est surpris, hein. Il y a 1 an et demi, je crois, j'ai reçu un groupe de la FNSE du 51, alors tu vois un peu. C'est plutôt un peu, ouais, quand voilà, il y avait une dame qui était motivée, elle a amené tout le monde là, ouais, ils étaient bien une douzaine. C'était sympa, quoi. On a passé un bon moment, quoi. Voilà, quoi. Bon, là-haut, ils n'ont pas le problème qu'on a, hein, mais voilà, c'est bien. J'ai un gars, tu connais Michel, Sébastien de Troyes, là. Oui. À Troyes, pareil, il est dans la craie, tout se passe bien. Il est vachement motivé, hein. Quand le premier coup qu'il est venu chez nous, j'aurais pas mis un pesos dessus. Et là, c'est bien, quoi. Donc, c'est super, quoi. Si, voilà, il y a quand même, il y a des retours quand même ouais, là, depuis 6 mois, il y a des retours positifs quand même, c'est bien. Après, il y a aussi la réglementation dans la chimie qui est un peu plus dure au niveau agricole. Les gens, ils savent que bon, c'est pas des bonbons. Voilà, il y a une prise de conscience par certaines personnes, donc ils veulent faire autrement aussi, quoi. C'est sympa, quoi. C'est sympa. Aurais-tu un truc à conseiller pour l'homéopathie et les fréquences?
Comment? J'ai pas bien entendu le début. Aurais-tu un livre ou deux à nous conseiller pour l'homéopathie ou les fréquences sur ce domaine-là? Il doit être. J'ai pu. Attends, je vais regarder. Tu as 2 secondes. Toc. Hop. Je ne sais pas s'ils sont pas là. Il y a celui-là. Je ne sais pas si tu le vois. En fait, il faudrait peut-être que tu enlèves ton partage d'écran parce que là, on se voit en double. Comme ça, on pourrait se voir qu'en une fois. Ah, c'est mieux. Excuse-moi. Attends, je vais te le remettre bien. Voilà. Alors, homéopathie pour les plantes. Je vais reculer un petit peu. C'est un beau soleil. Christiane Motte. Clermont. C'est Christiane Motte. Ok. Et puis après celui-là, là, il faut que tu prennes des merde. Des lunettes. Voilà. Là, c'est quelque chose. Là. Ok. Intéressant. Un danois ou je sais pas quoi. Culture aujourd'hui. Et sur les huiles essentielles? Les huiles essentielles, bah, vous avez Éric Petiot. Et vous tapez Éric Petiot, bah, vous avez tout. Éric, il a fait des livres sur les macérations, sur les huiles essentielles. Il reste à côté de Jex. Voilà, c'est vraiment monsieur macération, huile essentielle. Lui aussi, il reçoit beaucoup d'agriculteurs chez lui. Et puis il se déplace aussi. Ouais. Et il a son livre de vie. Waouh, il a écrit un petit livre parce que lui, il a été attaqué par les lobbying. Hein, donc lui, waouh, il a subi. Hein. Lui, il a vraiment subi. Les gendarmes chez lui, embarqué l'ordi, fracassé. Et il a recommencé. Ouais, c'est quand même bon, on est bien ensemble avec Eric, mais ouais, c'est quelqu'un qui peut un héros, oui. Ouais, j'ai lu le livre. Et c'est quoi T'as le lu le livre, livre? C'est quoi du coup quand tu dis sur le livre de vie, c'est quoi? Je sais plus tu te rappelles du titre, non, toi, non, Michel? Non, je me souviens plus le titre. Ouais. D'accord. C'est un petit livre. Mais il raconte son militantisme. C'est ça, quand il parle de son livre de vie, il raconte son militantisme. D'accord. Ouais, mais tu te rappelles du nom? Non, c'est Michel qui On tape dessus pour. Ouais, bah après, sinon, Éric Petiot, bah, faut aller sur son site. Il a, voilà, comment faire des macérations, comment faire des huiles essentielles. L'agriculture régénératrice, voilà, outive, je sais plus quoi. Ouais, bah, c'est un scientifique. À la base, c'est un scientifique, Éric Petiot. Alors, je vous explique pas. Quand on a fait nos 2 jours de stage avec lui pour faire des macérations, quand on est sorti de là-bas, avec le copain, on s'est regardé, on dit oulala, qu'est-ce qu'on va faire? Et puis voilà, quand on s'y est mis tout doucement. C'est comme là avec Radko, on a passé 3 jours avec lui, on est sorti, on n'avait plus de tête, on ne savait plus que c'est qu'on habitait. C'est un peu ça, hein, les scientifiques, c'est pas facile à suivre. Mais on y arrive. De voir des gens comme toi, ça donne espoir, quoi. Non, j'ai l'impression que Romain va reprendre la ferme, donc très bien, donc je suis content. C'est bien. Merci, merci. Ah, tu verras, si tu l'as fait sans chimie, tu verras, c'est vraiment un bonheur. C'est quand même une sacrée épée sur la tête, cette chimie. On ne sait pas trop le jour qu'elle va nous choper. Donc, voilà, quoi. Puis à chaque coup, ça règle des problèmes, mais ça en cause d'autres. Donc, c'est jamais une solution durable, quoi, on va dire. Voilà. C'est 2 personnes à plein temps, ton exploitation? Eric, ouais. il s'appelle Récit d'un hors-la-loi dans les lois de la nature. Oula, Eric, c'est récit d'un homme hors la loi dans les lois de la nature. Voilà. Trop bien. Merci beaucoup. Il y a Romain qui. Non, tu voulais poser une question? Oui, je disais quoi? Je disais, oui, vous êtes 2 temps plein sur l'exploitation, c'est ça? Bon, je suis quasi tout seul. Rachel, non, elle ne monte pas sur les tracteurs. Ta femme, Rachel. Ouais, Rachel, c'est ma femme. Oh là là, c'est incroyable. Mais tu avais un employé, non? Non. Ah, d'accord. Non, il y avait Thomas et non, j'ai déjà fait toute seule la ferme, tout seul plusieurs fois.
Non, là, c'était impeccable. J'ai tout semé à l'automne tout seul. On est super bien équipés. Hein. Il nous faut de l'amortissement pour réduire un peu les revenus. Donc, on est bien. Mais... Quel problème. Et pour faire le lien. Et pour faire le lien avec une visio que Alain nous a proposée, que Marc nous a proposé, Agri-Échange, c'est quelque chose avec qui tu pourrais travailler, tu connais Ouais, j'ai déjà entendu parler. Ouais, je faisais partie de je ne sais plus de quel réseau à un moment. Parce que après, les coups de fil, j'en avais un peu marre. Les gars qui m'appellent, tu crois que ma macération elle est bonne? Bon, moi, t'habites tout à 500 bornes, c'est bon. Je dis, voilà, tu prends ton pH redoxmètre et puis voilà, hein, moi, je peux pas être. Voilà, bon, après. Puis nous, on a l'habitude, après, avec à force d'en faire, on prend quasiment plus l'appareil. Avec le goût, avec l'odeur, avec la vue, on voit tout de suite si elle est bonne, la macération. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est l'habitude, quoi, c'est tout simple. Okay. En amortissement, comme je parlais d'amortissement, nous, il nous faut à peu près 150 000 à 200 000 euros d'amortissement tous les ans. Quoi. Donc, il faut qu'on investisse énormément. Et les organismes publics nationaux, INRA et compagnie, ils te suivent ou est-ce qu'ils sont intéressés, l'INRAE, enfin tous ces trucs-là, les écoles? On a de plus en plus de chambres d'agriculture. Là, tiens, j'ai encore eu 2 coups de fil aujourd'hui pour faire des présentations des groupes dans la chambre d'agriculture. Ouais, c'est vrai. On voit que ça se démocratise. Quoi. Ouais. l'INRA de Dijon, ils ont travaillé dessus quand ils ont vu nos résultats. Je n'ai pas leurs résultats. La chambre d'agriculture du Jura, le groupe Défi, c'est un groupe Défi, c'est pour réduire la chimie. Quoi. En gros, chercher des solutions pour réduire la chimie. Et ben, ils retrouvent exactement les mêmes résultats dans le Jura que nous. C'est-à-dire, en moyenne, j'ai tout remis en place, tous nos essais. On fait le même résultat qu'avec de la chimie, sauf que ça nous coûte moins cher. Et le Jura a fait les mêmes constats. Et en soja, on fait toujours plus. On fait toujours plus que la chimie. Toujours. Mais il y a des gros écarts. Voilà. Donc, c'est intéressant. Eux, ils ont récolté avec la petite moissonneuse classique, que nous, c'est coupe entière sur 100 et quelques mètres. Toc, après, on vide dans un caisson, on pèse, etc. Quoi, voilà. Mais c'est sérieux aussi, qu'on ne fait pas n'importe quoi. Excellent. Bah, s'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être s'arrêter là, non? Parce que je sens que ça, on pourrait. On a du mal à partir, hein, mais. C'est le webinaire qui dure le plus, hein, on n'arrive pas à se quitter là. Oh non, moi je suis sur le choc, c'est trop bien. Et le choc bourguignon transféré par Philippe. Ah, c'est un personnage, Claude Bourguignon. Ouais. Moi, j'aime bien parce qu'il est assez virulent, ça fait du bien des fois. Et Frédéric Thomas avait dit le plus dur pour faire du Sminex, c'est décompacter le cerveau. C'est pas décompacter le sol, c'est décompacter le cerveau. Et je pense qu'il a totalement raison. Quoi. Ouais. Et c'est marrant. Moi, je suis en train de lire des livres en ce moment enfin, le principe des dilutions, en fait, ça a l'air d'être magique, même pour l'être humain. Enfin, bon, je pense qu'il y a plein de gens qui le savent depuis longtemps. C'est pour ça qu'ils l'ont arrêté. Hein. En fait, c'est comment Marc-Henri, ça c'est intéressant aussi, il faut aller voir Marc-Henri sur YouTube. C'est un scientifique et il explique sur Terre, on a de la matière, il y a l'ordi, la table, le mur, mais il y a beaucoup plus de vide que de matière. Par contre, le vide est rempli de fréquences. Donc la fréquence, elle sera beaucoup plus forte que la matière. C'est pour ça que plus on dilue, plus on est en dilution haute, moins il y a de matière, plus il y a de fréquence. Et c'est souvent des remèdes, par exemple, arnica en 30 CH, tout le monde connaît, c'est suite à une grosse chute. Voilà quoi. Par contre, quand on va faire du sport, on prend de l'arnica en 5 CH. Ça suffit pour éviter les douleurs musculaires. Voilà quoi. Mais quand il y a une grosse chute, c'est en 30 CH. Quand on a un phénomène qui dure depuis longtemps, eh ben, on tape en 30 CH. Et là, on a moins de matière, mais plus de fréquences. Et moi, je travaille beaucoup avec les fréquences. Hein. Moi,
Moi, derrière, je ne sais pas si vous voyez, c'est tous mes plans là-bas. Sur chaque plan, il y a une fréquence écrite. J'écris un mot dessus, je fais mes demandes, et hop, j'épingle avec un aimant, et puis voilà, quoi. Je me suis auto-guéri un genou avec un papier dans la poche. Tout ça, c'est des fréquences. Hein. On demande l'auto-guérison du genou, et moi, au bout de 3 jours, je recourais et je rejouais au foot. Pourtant, j'avais vu une paire d'ostéo avant. On a arrêté des calculs à mon père, à un voisin, qu'avec un papier dans la poche. C'est des fréquences. Tout est fréquence. C'est beaucoup plus fort que la matière. Et la machine dont tu parlais au début, justement, pour calculer les fréquences, c'est quelque chose qui coûte cher? C'est quelque chose de… Non. Ça coûte 600 €, c'est vraiment pas cher par rapport à tout ce qu'on peut faire. Bah oui. Okay. Mais nous, on s'en sert de moins en moins. Pour moi, c'est comme un pendule. C'est vraiment quelque chose pour nous aider. En fait, c'est vous qui envoyez la fréquence. Parce que, en fait, cette année, j'ai fait autrement. J'ai envoyé Thanacetium sur comment ça s'appelle, sur nos rosiers, mais sans machine. J'ai pincé le rosier avec mes mains et je dis j'envoie la fréquence de Thanacetium. Et on n'a pas eu de puceron non plus. C'est l'homme. L'homme est capable de tout faire. L'auto-guérison, envoyer n'importe quelle fréquence. Vous arrivez vers un parking, vous dites il me faut une place. Vous trouvez une place. C'est ça. Voilà quoi. On a fait une formation en anglais avec Radco, on est vraiment des billes en anglais. Voilà, on a mis un papier dans la poche, compréhension de l'anglais, tout ça. Et franchement, ça a été du diable. C'était bien. On peut faire des choses extraordinaires avec les fréquences. Voilà. Si on est là tous ce soir autour de Nordi, c'est qu'on a les mêmes fréquences, quoi. La fréquence n'a pas de limite de distance. Quand vous pensez à quelqu'un à 500 km puis il vous appelle 2 secondes après, c'est parce que vous envoyez la fréquence. Les magnétiseurs qui coupent le feu, c'est que de la fréquence à distance. Tout est fréquence. Hein. C'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui, je pense. On avait aussi cette volonté en nous de réussir aussi. Quoi. Voilà. Voilà, quoi. Mais tout est fréquence. Pour ça, il ne faut pas se prendre la tête, il faut être positif. Et puis voilà, tout se passe bien. Bon, grand merci. Hein. Ouais. Bonne soirée et à vous bientôt. aussi. Merci. On est obligé de couper parce que Marc, il est incapable de toucher le bouton off. Il y a Philippe qui lui a mis un Marc, papier mais là, dans sa il est… Allez, bonne soirée. Au revoir. Salut. À bientôt. À bientôt. Salut à tous. Salut Michel.